Donc, bonjour et bon après-midi à tous et soyez les bienvenus à ce panel de discussion de l'Association africaine de l'eau. Je voudrais d'abord vous remercier pour avoir pris un peu de votre temps pour participer à ce panel de discussion dont le thème est comment les sociétés d'eau et d'assainissement se comportent face à la pandémie du COVID-19. Et je voudrais aussi vous remercier pour avoir posté de nombreuses questions sur le sujet lors de votre inscription, auxquelles nous allons tenter de répondre tout au long de cette discussion. Je voudrais également vous rappeler que vous pouvez, pendant la discussion, continuer à poser des questions en cliquant sur le bouton Q&R en bas de votre écran et de faire des commentaires sur le chat qui se trouve à droite de l'écran. Je suis donc Sylvain Hucher, directeur exécutif de l'Association africaine de l'eau, qui est une organisation internationale qui regroupe l'ensemble des sociétés d'eau potable et d'assainissement africaines et qui a été créée en 1980 pour favoriser la mise en place d'une plateforme d'échange d'expériences et de renforcement des capacités des services d'eau et d'assainissement du continent afin de constamment améliorer leurs performances pour faire progresser l'accès à l'eau potable et aux services d'assainissement des populations africaines. Je voudrais aussi remercier les panélistes d'aujourd'hui, tous dirigeants de sociétés d'eau et d'assainissement en Afrique, qui ont bien voulu prendre un peu de leur temps pour partager leur expérience, tout spécialement dans la situation actuelle que nous vivons au niveau planétaire, qui est celle causée par la pandémie du COVID-19. Depuis le début de l'année 2020, la maladie du virus COVID-19, initialement apparue en Chine en fin d'année 2019, est passée d'épidémie à pandémie au niveau planétaire. Cela a créé une situation sanitaire sans précédent, mais aussi un environnement très largement perturbé, dû bien sûr au nombre d'infections rapides et à très grande échelle, et qui a contraint les gouvernements à prendre des mesures de gestion de crise qui touchent une partie importante de la population mondiale. Le secteur des services de l'eau et de l'assainissement est particulièrement impacté par des retombées directes ou indirectes de cette situation. Le lavage fréquent des mains à l'eau et au savon constitue, d'après l'OMS, la mesure barrière par excellence pour ralentir la progression de la pandémie. Mais quand on sait que, d'après les statistiques de l'OMS, 3 milliards de personnes, soit 40% de la population mondiale et 72% de la population des pays les moins avancés, n'ont pas accès à des dispositifs de lavage de mains avec de l'eau et du savon à domicile. Cette situation conduit en temps normal au décès de près de 800 000 personnes par an et 1000 enfants de moins de 5 ans par jour du fait des maladies liées à l'eau polluée et au manque d'hygiène. Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, le manque d'eau et d'assainissement en Afrique, les sociétés d'eau font donc face à cette problématique de la pandémie du COVID-19. Et plus particulièrement lorsque les populations sont en confinement partiel ou total, ou encore quand les gouvernements décident de reporter le paiement des factures d'eau et d'assainissement. Les services d'eau et d'assainissement ont dû réajuster leur organisation pour faire face à la pandémie du COVID-19. Parmi les problèmes, on peut noter par exemple qu'il faut s'assurer de la disponibilité des stocks, réactifs, pièces détachées, etc., ce qui suppose de continuer à avoir accès à des ressources financières. Il y a les tarifs, taxes ou transferts. Les opérateurs doivent réorganiser leurs moyens humains en s'assurant de la protection de leur personnel, travaillant soit à partir de la maison ou pour certains sur le terrain. Quel devrait être le rôle des professionnels de l'eau et de l'assainissement dans la pandémie du COVID-19? En cette période, les services de l'eau et de l'assainissement constituent un élément clé de la lutte contre la propagation de l'épidémie, assurant des services essentiels.
Ils sont les premiers remparts contre la maladie et les conditions nécessaires au fonctionnement des services doivent être sauvegardées. Donc, pour éclairer un peu sur cette question, nous avons 5 panélistes venant du Sénégal, du Tchad, de la Côte d'Ivoire, de la Centrafrique et du Maroc. Et les panélistes se sont prêtés donc à l'exercice pour répondre à 5 questions. Alors, quelles sont les questions qui vont être posées aux panélistes? La première est comment s'effectue la gestion de l'entreprise dans les conditions actuelles de lutte contre la propagation du COVID-19. Et pour ça, nous allons commencer par M. Belandombi Christophe. M. Belandombi Christophe est de la Centrafrique, titulaire donc d'un DESS en eau et assainissement. Il a commencé sa carrière en 2006 au Centre régional pour l'eau potable et l'assainissement, c'est-à-dire le CREPA. Puis en 2010, il rentre à l'Association internationale des maires francophones. Il intègre l'UNICEF en 2013 et c'est dans le Bureau international On Frontières qu'il accueille de 2017 à 2019 où il continue à développer sa carrière en tant qu'expert professionnel de l'eau et de l'assainissement. En septembre 2019, le gouvernement de la République centrafrique fait appel à lui avec comme objectif l'amélioration des performances de la société de distribution de Centrafrique, la SODECA, qui est sujette donc à des séquences récurrentes de pénurie d'eau dans la ville de Bangui. Il est alors nommé directeur général. Alors rapidement, pour mémoire, la SODECA a été créée en 1963. Elle est liée à l'État centrafricain par un contrat d'affermage. Le régime juridique de la SODECA a été changé en 1991 en société para-étatique, avec pour mission la gestion du service d'eau potable et industrielle, la réalisation des travaux en rapport avec la distribution d'eau et l'aménagement urbain. Monsieur Belambi Christophe, comment aujourd'hui vous gérez la situation du COVID-19 dans votre pays? Excellence, merci de m'avoir accordé la parole. Sentez et voyez vous-même à quel degré c'est surtout notamment la valeur de l'exercice que nous avons accepté de mener à bon port aujourd'hui. Alors, comme vous le savez que pour une telle crise, la première des choses à faire, il va se rassurer de ce qu'on appelle le stock de contingence. Pour que certaines frontières, lorsqu'on avait appris que les frontières devront fermer, nous avons mis rapidement en place un stock de contingence. Un stock de contingence, ça veut dire que un stock qui pourrait nous rassurer que la fourniture en autoplat ne pourrait pas perturber pendant 3, 4, voire 5, 6 mois. Et rapidement, je pense quand même que nous avons mis en place un stock important en termes de produits chimiques. Alors, pour l'instant, je vous rassure que nous avons encore en stock plusieurs pots de sulfate, plusieurs pots de chlore, plusieurs sacs de sulfate d'alumine. Nous avons aussi des réactifs qui nous permettent de tester l'eau régulièrement. Nous rassurons effectivement que dans cette eau, tout ce qui est lié aux paramètres organoleptiques, tout ce qui est lié aux paramètres physico-chimiques, tout ce qui est lié aux paramètres bactériologiques, nous devons être à mesure de nous rassurer que cette eau que nous fournissions ne doit pas être contaminée. Aussi, nous devons nous rassurer de tout ce qui concerne la source d'énergie. Vous savez bien sûr que nous devons avoir un système d'énergie hybride. Hybride pourquoi? Parce qu'il va falloir conjuguer en même temps avec les sources d'énergie fournies par notre société d'électricité et également veiller à ce qu'il y ait des groupes électrogènes qui pourraient supporter le fonctionnement de l'usine en période de délestage. Dans cette même ordre d'idée, nous devons nous rassurer effectivement que les électropompes, nos électropompes, pourront fonctionner à merveille. C'est dans cette optique que nous avons tendu la main à la Banque mondiale qui a bel et bien accepté de remplacer toutes les 13 électropompes que dispose notre société. Je vous rappelle qu'il y a plus de 25 à 30 ans, il y a plus de 20 ans par là, on n'a jamais renouvelé tout ce qui concerne le package en lien avec les électropompes. Aujourd'hui, nous avons pu optimiser la production au niveau de la SODECA
grâce aux nouvelles électropompes acquises sur le financement de la Banque mondiale. Aussi, pour nous rassurer effectivement que l'eau pourrait être dans la ville, il va falloir nous rassurer qu'il y ait disponibilité d'eau en lien avec le fleuve Ubangui. Alors, par le passé, on a constaté que la période d'étillage, la période sans séchage en lien avec tout ce qui est les 50 d'étillage perturbait le captage d'eau au niveau de notre fleuve. C'est pour cela que nous avons aussi mobilisé l'expertise d'une entreprise internationale qui s'appelait Voies Navigables depuis Brazzaville. Ils sont venus endiguer tout ce qui concerne le flux en termes de sable à hauteur de 24 mètres cubes. Donc, ils ont libéré l'environnement immédiat des électropompes et à l'heure où je vous parle, nous avons suffisamment d'eau à capter. Donc, voilà les séquences que nous avons mises en place pour que notre station d'eau puisse fonctionner à merveille, pour que nos sœurs, nos frères puissent avoir de l'eau régulièrement dans la ville de Bangui. Merci, M. Belombi, pour votre présentation. La même question est posée donc maintenant à M. Lansana Gagny Sako, qui est le directeur général de l'ONAS du Sénégal. Après près d'une vingtaine d'années dans le secteur privé, M. Lansana Gagny a intégré l'administration publique sénégalaise. Il a mis en place l'Office des forages ruraux et mené avec succès la première réforme de l'hydraulique rurale pour le gouvernement du Sénégal. En octobre 2017, il a rejoint l'Office national de l'assainissement du Sénégal en tant que directeur général. L'Office national de l'assainissement du Sénégal est un établissement public à caractère industriel et commercial. L'ONAS a en charge la gestion de l'assainissement sur l'ensemble du territoire sénégalais. Ses missions recoupent entre autres la planification et la programmation des investissements, la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, la conception et le contrôle des études et des travaux, ainsi que des travaux d'infrastructures d'eau usée et d'eau pluviale, et l'exploitation et la maintenance des installations d'assainissement d'eau usée et d'eau pluviale. Monsieur Lansana Gagny Sako, je vous donne donc la parole. Merci, monsieur le directeur exécutif. Je vous d'abord félicite pour cette excellente initiative. Je pense qu'à toute chose, dans l'air est bon. Je pense qu'il faudrait renouveler ces expériences. Je vais d'abord commencer par dire de façon globale ce qui s'est passé au Sénégal. Le premier cas est arrivé le 2 mars et dès que ce cas est arrivé, le gouvernement du Sénégal a mis en place une politique très agressive de distanciation, de port de masque et à la suite, il y a eu un couvre-feu. Globalement, le Sénégal est à 882 cas. Il y a 557 qui sont sous traitement et nous avons 315 qui ont été guéris. Cette pandémie a entraîné quelque chose qui est un défi, je pense, pour l'ensemble des pays. Il y a une réallocation des ressources financières au niveau du secteur de la santé, ce qui va forcément entraîner une réduction des ressources de toutes les agences de l'État. Mais l'assainissement est un secteur et un droit, et un secteur très sensible dans ce contexte très particulier. Nous avons mis en place un plan de contingence très rapidement. La première chose que nous avons faite, nous avons fermé le restaurant d'entreprise. Ça, c'est la première mesure que nous avons prise pour éviter la distanciation. La deuxième chose, nous avons essentiellement gardé le personnel essentiel, tant au niveau de la direction générale qu'au niveau des sites de production. Nous tournons globalement aujourd'hui avec 25% du personnel. Tous les autres restent à la maison quand on a besoin d'eux. On fait appel à eux. Et dans des zones très sensibles comme le centre du pays, où la pandémie s'est développée très rapidement, nous avons demandé au personnel de rester à la maison. Ils ne viennent plus et il n'y a pas eu en réalité d'impact négatif parce que nous étions préparés. Tous les jours, de façon quotidienne, nous avons des sites décentralisés au niveau du pays. Nous avons des rapports que nos collaborateurs envoient et on exploite pour voir un peu si la pandémie est bien gérée. Au niveau central, naturellement également, ce que nous faisons, nos réunions de comité de direction, nous continuons à les tenir tous les lundis et par vidéoconférence. La situation au niveau de l'assainissement n'est pas forcément problématique. Le port de masque est généralisé au niveau de l'ONAS et je peux vous montrer peut-être, ça c'est un exemplaire de masque que nous avons, qui est utilisé chez nous, d'accord? Et nous avons quand même bénéficié d'un soutien
très rapidement de la Fondation Bill et Melinda Gates. Nous avons reçu récemment un courrier de l'Agence française de développement qui nous a demandé quels sont nos besoins pour qu'on puisse assurer la continuité des services. Ce n'est pas seulement le personnel de l'Office national de l'assainissement, mais c'est également l'ensemble des sous-traitants. Nous en avons, si nous sommes 300 permanents, nous avons près de 800 personnes qui sont des sous-traitants qui travaillent essentiellement dans l'assainissement autonome et dans l'exploitation et le maintien des ouvrages d'assainissement. Globalement, c'est ça la solution. L'entreprise continue à fonctionner correctement. Il n'y a pas d'impact sur nos performances. On travaille toujours comme ça. Très souvent, on a à peu près 3 mois de tests de rechange qui nous permettent de travailler. Donc, la pandémie existe, mais il n'y a pas d'impact de changement important sur la façon de fonctionner. Tout se passe globalement bien et les choses sont actuellement maîtrisées correctement. Oui, ce sont les points que je voulais apporter, monsieur le directeur exécutif. Écoutez, monsieur le directeur général, merci beaucoup pour l'information. On va demander maintenant à monsieur Amadou Bakayoko, qui est le directeur général de la SODECI. Monsieur Amadou Bakayoko est diplômé de l'École polytechnique de Paris et de l'École nationale supérieure des télécommunications. Il a commencé sa carrière dans un fonds d'investissement aux États-Unis avant de travailler successivement en France, chez Capgemini Consulting, puis à Canal+. Il rejoint la radiodiffusion télévision ivoirienne nationale en mai 2012-2013 en Côte d'Ivoire. Il est nommé donc directeur général. En février 2019, il intègre le groupe Eranov, qui détient les compagnies d'eau et d'électricité en Côte d'Ivoire en tant que directeur des opérations et est nommé en 2019 respectivement directeur général de la compagnie ivoirienne d'électricité et directeur général de la société de distribution d'eau de la Côte d'Ivoire, la SODECI. La SODECI est liée à l'État de Côte d'Ivoire par 2 contrats d'affermage qui lui confèrent donc la gestion du service public de distribution d'eau potable sur l'ensemble du territoire national et la gestion du service d'assainissement, du service public d'assainissement sur le périmètre de la ville d'Abidjan. La SODECI a été créée en 1960 et elle est la première entreprise privée de services publics en Afrique certifiée ISO 9001 avec près de 1 250 300 abonnés. Monsieur Bakayoko, vous avez la parole. Merci. Je voudrais effectivement féliciter à la fois pour cette opportunité d'échanger dans un contexte difficile. Je crois que c'est une bonne pratique de pouvoir s'inspirer de ce que les collègues dans les autres pays ont comme initiative. Donc à notre niveau, donc en Côte d'Ivoire, nous avons depuis le mois de mars à aujourd'hui un peu plus de 1100 cas, 1180 cas qui ont été détectés et un couvre-feu qui est en place depuis mardi 24 mars. Donc, en termes d'organisation de nos équipes, nous avons eu 2 priorités, bien entendu, la protection des personnes et la continuité des activités. Pour la protection des personnes, bien entendu, on a eu donc de l'équipement important en termes de matériel de sécurité pour tous ceux qui sont en contact avec le client. Ils ont eu des quantités plus importantes que ceux qui sont en back-office. Ensuite, on a progressivement organisé les mises en congé, le télétravail, pour les collaborateurs pour lesquels c'était possible, donc afin de minimiser le nombre de personnes présentes dans les bureaux. Au titre de la continuité d'activité, donc nous avons travaillé à plusieurs niveaux. La priorité numéro 1 a été bien entendu la gestion du stock. Donc à ce niveau-là, habituellement nous travaillons sur la base de 3 mois pour les produits de traitement, mais là on a commandé pour toute l'année essentiellement, et donc on a en stock au moins 4-5 mois déjà, et le reste va arriver au fur et à mesure pour pouvoir absorber les chocs sur les produits de traitement. Au niveau du matériel de dépannage également, on s'est attelé, même si on a eu quelques difficultés pour certains produits qui étaient sourcés en Chine, à renforcer également l'approvisionnement au niveau du matériel de dépannage, avec un planning de maintenance prévisionnel donc, qui a été optimisé, en déplaçant tout ce qui n'était pas indispensable ou ne participait pas à la continuité de service. Au niveau de la relation avec les clients, on a favorisé en tout cas le digital, donc en encourageant les clients à payer avec les solutions de mobile money en place, à effectuer leurs demandes au téléphone ou sur les interfaces digitales pour réduire un peu le trafic au niveau des agences. Au niveau de l'exploitation, on s'est attelé à réorganiser donc les équipes et s'assurer qu'on disposait donc de vivres, de médicaments de première nécessité sur un certain nombre de bases. Pour l'instant, comme je l'ai dit, en Côte d'Ivoire, on est dans le couvre-feu,
Mais disons que si jamais on passe du couvre-feu au confinement, nous avons prévu donc du stock de produits, en tout cas de nourriture et de médicaments dans un certain nombre de bases, que ce soit les usines de production ou des bases pour les équipes de dépannage et de maintenance, pour pouvoir leur permettre de réagir et de traiter les points. Au niveau de la consommation, on ne constate pas pour l'instant d'évolution majeure de la consommation, on est plutôt stable. Et donc, au niveau de la continuité de service, on a effectivement commencé à renforcer les groupes électrogènes sur un certain nombre d'unités. Avec une commande donc, sur un certain nombre d'usines de groupes électrogènes pour pouvoir justement, dans ce contexte particulier, s'assurer que les conséquences des coupures de courant sont maîtrisées. Dans un contexte normal, vous avez 6 heures, 10 heures d'impact suite à une casse qui vous prend 2 heures, 3 heures à réparer. Aujourd'hui, une journée, en tout cas 10 heures, une demi-journée de coupure serait difficilement acceptable. Donc on se dit, quand c'est une casse et qu'on n'a pas le choix, on va le faire subir aux clients malheureusement. Mais par contre, pour l'électricité, où c'est une question de charge, on a assumé d'investir pour pouvoir réduire les conséquences des coupures et qu'elles n'impactent pas les clients. Donc voilà un peu en filigrane, si je dois faire une présentation un peu générale, ce qu'on a pu faire sur les collaborateurs, le stock et puis notre organisation de travail en relation avec les clients. Excellent. Je vous remercie beaucoup, M. Bakayoko, pour ces informations pertinentes. Je vais passer la parole maintenant à Mme Koubra Hissène Itno de la Société tchadienne des eaux. Mme Koubra est ingénieure civile et dirige la Société tchadienne depuis 2018. Et la Société tchadienne est une société née de la scission de la Société tchadienne d'eau et d'électricité. Elle a été créée en 2010 et est un établissement public à caractère industriel et commercial dont la mission est la réalisation et l'exploitation des ouvrages nécessaires à la production et au transport, à la distribution et à la commercialisation de l'eau. En avril 2011, la mission de la STE est étendue en qualité d'exploitant principal délégataire du service public de l'eau en milieu urbain et périurbain. Dans ce cadre-là, cette mission de la Société des eaux se doit d'assurer au plus grand nombre de ménages et d'opérateurs économiques en milieu urbain la fourniture d'une eau potable de qualité et une quantité suffisante à un meilleur prix. Madame Hissène Itno, vous avez la parole. Bonjour tout le monde, merci beaucoup pour cette initiative. Vous avez ici, comme vous venez de le dire, nous, c'est une société qui est toujours à caractère public. Donc, on s'aligne un peu en étroite ligne par rapport à la politique gouvernementale. Suite à cette pandémie qui a vraiment pris de l'ampleur dans ce monde, c'est devenu vraiment un défi pour tout le monde. Au Tchad, le gouvernement a instauré beaucoup de mesures, des mesures sociales. Dans ces mesures sociales, il y a la gratuité de l'eau qui est annoncée à la population pour les ménages ainsi que les bonnes fontaines. Donc, l'eau est gratuite ici au Tchad du 1er avril jusqu'à septembre. Donc, 6 mois gratuits, ça fait vraiment quelque chose pour la société. Pour ça, avant qu'on rentre dans le détail, je fais un petit bref aperçu par rapport aux consignes qui sont dictées, c'est-à-dire que il y a les mesures barrières, il faudrait se laver les mains plus souvent, ainsi de suite. Donc, ces mesures sont officielles, c'est dicté et annoncé déjà. Donc, nous aussi, on a essayé de mettre en place un comité de veille qui va s'assurer pour ce qui est de la prévention et de l'application de ces mesures en interne. Donc, ce comité est déjà mis en place. Elle s'assure que nos agents suivent toutes ces mesures qui sont dictées et faire en sorte que ces différentes mesures soient appliquées intégralement. De l'autre côté, pour ce qui est de l'organisation en interne, au niveau de la gestion technique des ouvrages, en dehors de la gratuité de l'eau, il y a plusieurs mesures et il y a aussi un couvre-feu qui est instauré ici. Donc, à partir de 20 h jusqu'à 6 h du matin, personne ne se promène dans la ville, sauf en cas de nécessité. Pour ça,
on a essayé de mettre juste un petit nombre de personnes qui peuvent intervenir en cas de casse dans le réseau. Donc, pour éviter qu'il y ait quand même des agents qui vont se promener pendant cette période de couvre-feu, on a fait en sorte de réduire notre pression pendant la nuit pour pas qu'il y ait des casses au niveau de notre réseau. De l'autre côté, vu que l'eau est gratuite, les gens abusent. On peut dire carrément que les gens abusent trop de la gratuité. Ils font qu'arroser, ils utilisent de l'eau en abondance. Même ceux qui géraient l'eau ne gèrent plus parce que c'est permis à tout le monde de faire ce qu'elle veut. Donc, on était obligé de mettre en place un plan pour renforcer notre réseau afin que l'offre soit au moins égale à la demande pour pas qu'il y ait des cris de la population. Parce que c'est quand même quelque chose de social, il faudrait vraiment qu'on fasse en sorte de satisfaire la population. De l'autre côté, en termes de qualité, on a vraiment mis des mesures pour interdire l'accès au site. Là où il y aura les traitements, il y aura juste des agents qui sont concernés par ces services qui sont autorisés à rentrer dans cet endroit. De l'autre côté, comme mes autres collègues ont dit, il faudrait mettre en place un système d'approvisionnement en stock des matériels qui sont essentiels, entre autres les produits de traitement, les pièces de rechange, les réactifs, ce qui a été fait aussi. Donc pour l'instant, on peut dire jusqu'à 6 mois, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Et puis, comme l'eau est gratuite, il y a vraiment beaucoup de gens qui se sont rapprochés de nous pour s'abonner à notre réseau. Donc, on a renforcer notre équipe de commercial avec d'autres services afin que le traitement des demandes soit fait très rapidement. Et puis pour les agents de terrain, on a insisté afin que ces agents soient vraiment munis des masques pour les travaux de terrain. Pour ceux qui sont dans les guichets et autres aussi, le port des masques est obligatoire. Merci. Merci beaucoup, Madame Hissène Itno, pour cette présentation. Et maintenant, on va se tourner vers le Maroc avec Dr Asma El Kasmi de l'ONE. Dr Asma El Kasmi est titulaire d'un doctorat en électrochimie de l'Université de Paris et d'un PhD en bioélectrochimie. Elle est aussi, depuis 2006, titulaire de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision du Maroc. Vice-présidente du Conseil mondial de l'eau, membre du conseil d'administration de l'Association internationale de l'eau, l'IWA, et Dr Asma El Kasmi est depuis 2014 la directrice de la coopération et de la communication de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable. L'Office national de l'électricité et de l'eau potable est un acteur majeur dans le domaine de l'électricité, de l'eau potable et de l'assainissement liquide au Maroc. L'ONE a arrêté une stratégie axée particulièrement sur la sécurisation de l'approvisionnement du pays en eau potable dans les meilleures conditions de coût et de qualité, ainsi que la maîtrise de la demande et l'accès généralisé aux services de l'eau potable. Avec une production de près de 1200 millions de mètres cubes, l'ONE dessert 2 300 000 clients avec un taux d'accès de 100% en milieu urbain et 97,4% en milieu rural. Madame Dr Asma El Kasmi, vous avez la parole pour nous parler un peu de la situation. Le micro. Je voudrais remercier l'Association africaine de l'eau pour avoir organisé cet échange qui, à mon avis, est très fructueux et utile en cette période. Et comme l'ont dit les collègues devant moi, j'espère sincèrement que nous aurons l'opportunité de dupliquer ces événements. Donc, pour revenir à la question que vous avez posée par rapport à la stratégie de lutte contre le Covid-19 au Maroc et par l'ONE en particulier, donc le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohamed VI, a mis en place déjà depuis le 11 mars 2020 un plan national de lutte contre la pandémie Covid-19. Ce plan implique tous les secteurs d'activité. Et une mesure majeure a été le décret de l'état d'urgence sanitaire à partir du 20 mars 2020. Donc le Maroc a procédé à la fermeture des frontières, puis a adopté la quarantaine sanitaire, la distanciation sociale et a imposé le port des masques de protection à toute la population autorisée
à sortir. Un couvre-feu a également été instauré durant le mois de Ramadan. Donc, ce couvre-feu va à partir de 19 h jusqu'à 5 h du matin. Les autorités publiques se sont également fortement mobilisées afin d'apporter un soutien aux populations les plus touchées par le ralentissement de l'activité économique, notamment à travers le fonds spécial qui a été lancé par Sa Majesté le Roi et qui a collecté jusqu'à présent plus de 3,2 milliards de dollars en dons. Aussi, le Maroc a créé un comité de veille économique. Ce comité est chargé d'évaluer et d'anticiper les répercussions économiques directes et indirectes du Covid-19. Ce comité a adopté une série de mesures financières proactives qui ciblent essentiellement l'ensemble de la population la plus touchée par les effets de la pandémie. Donc évidemment, l'Office national de l'électricité et de l'eau potable est au cœur de la lutte contre la propagation du Covid-19 au Maroc, puisqu'il est porteur d'un service public stratégique et qu'il est garant de la continuité de service, que ce soit pour garantir l'accès à l'électricité, à l'eau potable et à l'assainissement liquide à l'ensemble de la population. Donc, dès le début de cette crise, l'ONI a mis en place un plan de continuité d'activité qui comprend un certain nombre de mesures. Et je vais essayer d'en résumer les plus essentielles. Donc, tout d'abord, on a mis en place une méthode de réorganisation de travail de telle manière à disposer d'une équipe réduite au sein des bureaux. Et ça a été fait à travers la liquidation des congés, le travail à domicile pour le personnel dont la présence n'est pas requise dans les locaux et la mise en place d'un plan de rotation de présence qui permet la continuité des services. On a également été très proactif par rapport à la sensibilisation sur les mesures de prévention et d'hygiène et le renforcement et la mise à disposition des moyens de prévention et d'hygiène pour l'ensemble du personnel, que ce soit à travers les masques, les désinfectants, les gants de protection, etc. Un volet important aussi qui a été abordé au cours de cette période a été la mise en place d'un plan de continuité de service d'activité par le système d'information afin de pouvoir faciliter donc, le télétravail de tout le personnel de l'Office. Donc, en plus de la messagerie qui était déjà opérationnelle, on a mis en place un système de travail collaboratif à distance, digital, à travers la solution Microsoft Teams qui permet à tous les collaborateurs de continuer leur travail en quotidien, de tenir leurs réunions et pouvoir assurer la continuité de service à partir de leur domicile. Un volet très important aussi a été le recours au mode confinement pour les entités opérationnelles stratégiques. Et ceci afin de permettre de renforcer la protection du personnel clé et de freiner le risque de contamination par le Covid-19. Donc, ce mode de confinement se décline en une réorganisation de travail de telle manière à disposer d'une équipe réduite en exploitation confinée au niveau du site, une équipe de remplacement qui est confinée au niveau des locaux de l'Office, une équipe de renfort qui est confinée à domicile et une autre équipe de réserve qui est confinée aussi à domicile en dernier recours. Évidemment, le contact entre ces équipes est interdit avec un suivi rapproché de la situation sanitaire du personnel clé par la médecine du travail de l'Office. Pour le secteur de l'eau potable et de l'assainissement, ce confinement a concerné les sites clés de production d'eau potable et d'épuration des eaux usées. Il s'agit notamment des stations de traitement des eaux superficielles sur les barrages, des stations de dessalement et de déminéralisation, des stations de pompage névralgique, mais aussi les stations d'épuration et notamment celles qui fonctionnent à bout activé. Un autre volet important qui a été soulevé concerne le volet commercial. Donc là aussi, l'ONE a veillé à la mise en place d'un dispositif commercial qui vise à faciliter la vie de ses clients et à limiter au strict minimum leurs déplacements aux agences. Donc, durant toute la période de l'état d'urgence, l'ONE ne procédera à aucune interruption de service d'électricité ni d'eau potable. Donc, on a décidé de surseoir durant cette période de relever des index de compteurs et à la distribution des factures. De nouvelles solutions ont ainsi été adoptées pour permettre d'assurer les interactions entre les clients et l'Office, notamment à travers tout ce qui est téléphonie, Internet. Donc, l'objectif étant de minimiser le déplacement des clients et celui du personnel de l'Office. Merci, docteur. Merci, docteur. Cette réponse. Pour la première question, donc, je constate que beaucoup de dispositions ont déjà été prises par l'ensemble des sociétés, la sécurisation des stocks, le télétravail, la protection des travailleurs.
le suivi sanitaire des travailleurs. Je crois que c'est important. Docteur, vous avez évoqué quelque chose de très important à la fin, c'était la problématique de la non-relève et la problématique du fait que les factures ne sont pas payées. Alors ça me conduit directement à la deuxième question de notre entretien. L'une des mesures barrières la plus importante est le lavage des mains fréquent, et ceci a certainement un impact sur la consommation, y compris le fait, comme je viens de le dire, que les gouvernements ont demandé de suspendre pour l'instant au règlement des factures, et néanmoins, privant ainsi des ressources financières et certainement du réapprovisionnement au niveau des ménages. Certainement qu'on vous a demandé aussi au niveau des sociétés d'eau de remettre l'eau chez les compteurs qui étaient déjà suspendus avant l'apparition de la crise. Alors, le problème, c'est de dire aujourd'hui, quel est le comportement au niveau de la consommation? On se lave les mains, on se lave beaucoup les mains tout au long de la journée. Est-ce qu'elle peut être satisfaite dans vos différentes structures? Et surtout, comment vous prévoyez le règlement des factures qui seront émises par la suite? Et pour ça, nous allons reprendre presque le même circuit. Monsieur Belandi Christophe, qu'est-ce qu'il en est à ce niveau-là? Le micro. Nos clients continuent toujours à payer leurs factures. Cette mesure ne concerne pas la République centrafricaine. Mais par contre, nous recevons une subvention de la part de l'État à hauteur de 10 millions de francs CFA par semaine. Donc, pour nous aider à anticiper sur certaines tâches qui nous sont régaliennes. En ce qui concerne le comportement de la communauté de base vis-à-vis de nos installations, à ce que je sache, effectivement, on a optimisé la production. La production a été optimisée pour la simple raison que maintenant, nous avons mis en place un mécanisme en termes de gestion rationnelle de l'eau potable. C'est-à-dire, nous produisons pour la plupart du temps la nuit. La nuit, nous cherchons à garantir l'eau potable à travers nos réservoirs de stockage. En Centrafrique, nous avons plus de 7 réservoirs de stockage de grande capacité. Les capacités varient entre 6 000 à 3 000 mètres cubes. Mais nous, pour que nos frères et nos sœurs ne puissent pas en pâtir des problèmes en lien avec le problème d'eau potable, la nuit, nous reconfortons nos efforts pour produire suffisamment d'eau la nuit. Donc, tous nos systèmes de stockage sont remplis. Et maintenant, le jour, on ne fait que ce qu'on appelle la distribution gravitaire. Même s'il y a délestage ou pas, nous sommes rassurés effectivement que la population lambda pourrait bel et bien avoir accès à une eau potable. Et maintenant, pour que l'eau puisse aller très loin, nous mettons en place ce qu'on appelle des appoints. Des appoints parce que nous cherchons à saturer les eaux pour qu'il y ait plus de pression au robinet. Ça veut dire qu'en plus de la distribution gravitaire, nous profitons également pour pousser l'eau à travers la mise en marche de nos électropompes pour qu'il y ait saturation dans le réseau, l'eau part très loin et qu'on puisse avoir suffisamment de pression au robinet. En ce qui concerne maintenant les dispositions en lien avec le règlement des factures, effectivement, c'est triste parce que pour l'instant, ici en République centrafricaine, il est strictement interdit l'atterrissage et les décollages des avions sur les pistes d'atterrissage au niveau de nos aéroports. Alors, du coup, nos hôtels ne payent plus de leurs factures. Nous avons reçu certaines correspondances émanant des hôtels de la place qui nous supplient de ne pas, en tout cas en ce temps-ci, exacerber les problèmes en lien avec le règlement des factures. Nous avons aussi la MINUSCA, ça veut dire que la mission onusienne qui est en Centrafrique, qui fait partie des gros consommateurs de la SODECA, eux, ils ne payent plus de leurs factures pour la simple raison qu'ils travaillent à partir de la maison. Les systèmes des Nations Unies qui œuvrent en RCA, la plupart travaillent à partir de la maison, donc notre système de recouvrement est un peu paralysé. Donc, on n'arrive pas à recouvrer les fonds au moment opportun. Il va falloir maintenant effectivement réfléchir sur les mécanismes idoines qui pourront nous aider éventuellement
au sortir de la crise, comment nous pouvons faire pour recouvrer nos fonds. Je vous rappelle que le système de recouvrement en Centrafrique est bimensuel. Ça veut dire qu'on attend 2 mois pour que le Centrafricain lambda vienne pour accomplir son devoir centrafricain. Donc, c'est pour cela qu'à ce niveau-ci, nous sommes en train de vouloir mettre en place effectivement un mécanisme en nous rapprochant bien sûr des organisations de la place pour que ces derniers puissent déjà prendre des engagements pour sortir de la crise, s'ils pourraient régler rapidement de ces factures pour nous aider maintenant à subvenir aux besoins régaliens de nos personnels. Vous savez que lorsque une usine fonctionne, nous avons effectivement le personnel en charge. Nous avons également les consommables en charge. Nous avons effectivement les réparations en charge. Nous avons beaucoup des choses que nous pouvons gérer pour faire en sorte que l'usine continue à tourner. Et maintenant, avec ces nouvelles de détresse, alors nous sommes un peu stressés, mais je pense qu'avec le concours de certains organismes, entre autres la Banque mondiale, l'UNICEF et l'Union européenne, qui essaient de voler à notre secours, nous pensons bel et bien qu'au sortir de la crise, ils vont faire en sorte peut-être de supporter une partie des charges de la SODECA en lien avec surtout le stockage des produits chimiques. Pour l'instant, nous avons vu la main tendue également de la Banque mondiale qui nous rassure qu'ils peuvent en tout cas mettre en place un stock de plus de 6 mois pour la SODECA. Donc voilà, ça est là ramasser quelques informations que je peux partager avec vous. Merci, monsieur Belandombi, merci beaucoup. Madame Koubra Hissène, Ethno. Oui, en fait, chez nous ici, c'est un peu différent parce que la politique de notre chef de l'État, c'est une politique sociale. Donc, en ce moment de la pandémie, on a décidé de suspendre tout ce qui est recouvrement des factures au niveau des ménages parce que c'était annoncé que l'eau est gratuite à partir du 1er avril et c'est déjà rentré en vigueur. Donc, on ne veut pas bousculer un peu la population en ce moment qui est un peu difficile pour tout le monde. Donc, on a plutôt fait appel à la population, au bon sens de la population, de venir s'acquitter de leurs arriérés afin que d'ici la période de 6 mois, ils pourront quand même solder leurs comptes. Pour ce qui est de la satisfaction de la clientèle, on a mis tout ce qui est mesures en place, tout ce qui est renforcement de la production, parce que comme on a dit tout à l'heure, l'eau est gratuite, donc la demande est plus qu'élevée, ce n'est plus comme avant. Dans certaines zones, en dehors de la ville d'Indiamena, il y a certaines zones où l'eau est un peu difficile à avoir. C'est les zones de socle, mais malgré cela, la population, depuis qu'elle a écouté qu'elle est gratuite, on ne pense plus à son voisin, on ne pense plus aux autres. Donc, on va encore continuer à faire cette sensibilisation pour que les gens puissent vraiment s'aligner dans notre politique d'accompagnement de la population dans ce sens-ci et faire en sorte qu'il y ait facilité pour tout le monde. Et nous aussi, on s'engage au niveau de nos concitoyens, de faire en sorte qu'il y ait de l'eau pour tout le monde afin que ces mesures puissent être respectées. Parce que, comme vous le savez, on ne peut pas vraiment combattre ce virus si on ne se lave pas les mains. Et d'ailleurs, le lavage des mains, c'est ce qui est conseillé par les OMS. Donc, on accompagne la population actuellement. Merci. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Monsieur Amadou Bakayoko, à la SODECI, quelle est la situation qui prévaut? Alors, au niveau de la consommation, donc nous, on a plus de 80% de la consommation qui est liée aux consommateurs. Donc, cette consommation-là n'a pas beaucoup évolué. Au sens où on a des transferts, en fait, selon les profils. Par exemple, les quartiers, on avait beaucoup de restaurants, eux, on constate une baisse. Mais les quartiers purement résidentiels, on constate une hausse. Mais grosso modo, les effets se compensent sur les consommateurs. C'est au niveau des administrations et des entreprises que là, on sent un peu la baisse. On constate aussi, alors c'est un peu anecdotique, mais ça traduit que les mesures de couvre-feu et les mesures qui en Côte d'Ivoire est instaurée jusqu'à 5-6 heures du matin, qui fait par effet que les gens ont décalé un peu leur heure de départ.
et ils rentrent plus tôt. Donc, on a constaté que le matin, les pointes ont évolué d'1 heure ou 2 heures. Ça veut dire que les gens se lavent plus tard, ce qui veut dire que l'effet télétravail en Côte d'Ivoire, on pense qu'en tout cas télétravail ou horaire modulé est vérifié en tout cas dans la consommation. Au niveau des mesures du gouvernement sur les factures, donc le gouvernement a décidé de 2 mesures. La prise en charge donc de 2 mois de facture, enfin donc de 2 cycles de facturation pour les clients en tranche sociale. Donc ça concerne à peu près 35% de nos clients. Et pour les autres clients, c'est un report de 3 mois. Donc, c'est un report de 3 mois sur la date d'exigibilité de la facture. Et bien entendu, on a arrêté les opérations d'arrêt de fourniture d'eau et de dépose de compteurs dans le contexte un peu particulier qui est le nôtre. Donc, c'est à peu près 1 milliard de francs qui a été mis pour l'État pour la consommation de ces populations-là. Donc, on n'aura pas de pénalité pendant cette période pour ces différentes tranches de clients. Ensuite, nous, pour nous adapter, donc comme je disais, il y a des transferts de consommation. On a une quinzaine d'usines à Abidjan et un réseau associé. Donc, on arrive quand même, grâce au maillage du réseau, à réaffecter grosso modo la consommation. Par contre, effectivement, comme je pense un certain nombre d'autres, on n'était pas encore en accès à 100%. Donc, on a toujours la problématique des populations qui n'étaient pas encore raccordées au réseau, qui, dans ce contexte-là, expriment des besoins d'eau. Donc, on a renforcé le nombre de camions-citernes disponibles dans toutes les zones un peu particulières pour mettre à disposition de l'eau pour les zones où le réseau n'arrive pas et pour les zones où, du fait de travaux ou d'autres, on pourrait avoir un impact sur la demande. On a en plus de ça rajouté au niveau des hôpitaux notamment, renforcer, trouver des solutions, soit des bâches, soit des cubiténaires, en tout cas des solutions de renforcement de leur capacité pour avoir un minimum de marge de manœuvre en termes d'accès à l'eau. Si jamais il y a une coupure d'1 heure ou 2, ils disposent de ces solutions-là. En tout cas, on a commencé par les principaux hôpitaux. Certains en avaient, d'autres n'en avaient pas, mais on travaille avec eux pour leur recommander des solutions et l'État le prend en charge dans certains des cas, notamment tous ceux qui ont des personnes concernées par le Covid. Donc, ça fait qu'effectivement, même dans ces zones-là, ils ne sont pas impactés par des petites coupures de moins de 6 heures. Donc, voilà, tout ça de nature à permettre d'absorber un peu les effets de consommation. Très bien, merci beaucoup, M. Bakayoko. Docteur Asma Lala El Kasmi, au Maroc, qu'est-ce qu'il en est? Donc, c'est en cette période extrêmement exceptionnelle où la consommation de l'eau est effectivement cruciale, que ce soit pour la consommation la consommation propre ou pour l'usage de lavage des mains et l'hygiène publique. Toutes les forces vives de l'entreprise sont mobilisées pour garantir l'alimentation de tous les citoyens en eau potable. D'ailleurs, malgré le contexte exceptionnel de l'urgence sanitaire que connaît le pays, plusieurs nouveaux projets ont été mis en service pendant cette période de confinement, dans différentes régions du Maroc, au sud, au nord, dans l'oriental, au niveau de la région du centre, pour s'assurer effectivement que l'eau est disponible pour tout le monde. Par rapport à la consommation, évidemment, déjà en temps normal, pendant les périodes de Ramadan chez nous, la consommation augmente. L'été commence à venir, donc il est clair on observe une augmentation de la consommation, mais on fait tout justement pour pouvoir satisfaire cette demande au mieux pour tous les citoyens. Pour revenir au règlement des factures, l'ONE, depuis le début de la crise, recommande vivement à ses clients de recourir aux services de paiement à distance qui sont mis à leur disposition. C'est-à-dire que les clients peuvent payer leurs factures à partir de sites web, à partir des applications bancaires web, à partir de mobiles. Donc, on ne distribue pas les factures, mais les clients ont été informés à travers différentes techniques de communication qu'ils peuvent régler leurs factures à distance. Et voilà, pour ça, on a fait tout ce qu'il faut pour pouvoir leur faciliter le règlement des factures. D'ailleurs, les clients ont désormais la possibilité de communiquer eux-mêmes leur index de consommation, soit via le site Internet, ou soit en contactant le centre de relations clientèle. Autrement, cet index sera estimé automatiquement
par le système d'information sur la base de l'historique des consommations du client, avec une régularisation dès le prochain relevé réel. Les clients peuvent aussi accéder à distance à tous les éléments de facturation et être assistés par téléphone et par messagerie pour traiter les demandes d'abonnement. Nous avons aussi veillé à pouvoir faire preuve de flexibilité en matière de recouvrement des créances et accorder, selon les cas, un report et des facilités de paiement pour les clients qui en expriment le besoin. Très bien, madame. Très bien, docteur. On va se tourner rapidement vers l'assainissement maintenant avec M. Gagny Sako. Quel est le comportement au niveau de la demande du service, en particulier l'assainissement autonome, et au niveau aussi des hôpitaux, puisqu'aujourd'hui, on a quand même cette problématique, cette pandémie qui fait que la situation au niveau des hôpitaux peut être un peu plus complexe qu'à l'époque. Comment l'assainissement gère tout ça, M. Sako, au Sénégal? Le micro, M. Sako. Le micro. Okay. Merci, monsieur le directeur exécutif, pour cette question. Je vais quand même répondre très rapidement à la question de M. Chertigan Fall qui a demandé est-ce qu'on a eu des collaborateurs contaminés? Qu'est-ce que nous avons fait? À l'ONAS, on n'en a pas fait, malheureusement, mais ce qu'on fait de façon systématique, toutes les personnes qui étaient en voyage, quand ils sont revenus, on les a mis en confinement chez eux pendant pas 15 jours, pendant un mois. Et nous avons pris les décisions de demander aux gens de rester chez eux et ils viennent quand on a besoin d'eux. Je pense que ça, c'est les mesures qu'on a prises à ce niveau-là pour être sûr que notre personne est bien protégée. Par contre, sur l'assainissement autonome, nous avons toujours eu une démarche client, une démarche orientée client pour les vidangeurs. Quand ils vont dans les maisons, il y a des comportements qu'ils doivent avoir hors COVID. Et ces formations nous ont beaucoup aidés aujourd'hui. Ça veut dire que le vidangeur, quand il va dans un ménage, il respecte toute la communication qui est faite par le gouvernement en termes de distanciation sociale. Donc, à ce niveau, on arrive à bien gérer. Au niveau des hôpitaux, c'est exactement la même chose, mais la complexité, elle est ailleurs. Malheureusement, on n'a pas assez de stations d'épuration qui traitent de bout en bout, ce qui fait que les déchets se retrouvent en général dans la nature. Et ça peut en effet poser des problèmes. Mais je pense que c'est quelque chose qui est commun. Je pense qu'on reviendra sur ça au niveau des conclusions. Ça montre que des aspects de santé doivent être pris en compte en termes de priorité par nos États, comme les aspects d'assainissement. Donc, assainissement autonome, il n'y a pas beaucoup de problèmes à ce niveau. La distanciation sociale est très, très bien respectée. Au niveau des hôpitaux, naturellement, comme je dis, on n'a pas assez de stations d'épuration et ça peut effectivement poser des problèmes. Merci, M. Sako, pour vos réponses et vos différentes réponses. La problématique de l'eau gratuite, certainement, va se répercuter dans les mois qui viennent. Les factures qui vont être aussi payées avec un décalement, certainement, va amener peut-être quelques difficultés. Peut-être que les États, les gouvernements vont subventionner plus ou moins dans le temps, mais on constate que c'est quand même un problème qu'il faut qu'on puisse regarder de très, très près. Alors, cela m'amène à la question suivante, qui est une question assez simple. Vous avez 1 minute, messieurs les panélistes, pour répondre à cette question. Étant aujourd'hui visiblement en première ligne, c'est le constat qu'on fait, devant assurer les services à tout prix dans des conditions techniques et financières quelquefois difficiles. Comment pensez-vous que la situation actuelle pourrait impacter votre entreprise dans l'avenir? Est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, de manière interne, les choses pourraient changer dans la gestion de l'entreprise? Et aussi, est-ce que la perception que les populations et les gouvernements ont des sociétés pourrait aussi se voir quelque peu modifiée? Parce que dans la crise actuelle, les sociétés d'eau et d'assainissement sont au premier plan. Et M. Lassana Gagny Sako, vous avez pris la parole dernièrement. Je vous la redonne immédiatement pour répondre à cette question. En 1 minute. Les changements en interne, je pense qu'à toute chose, on peut toujours trouver des opportunités. On peut avoir plus de flexibilité, on n'a pas besoin d'avoir forcément tout un collaborateur pour être efficace. Ça, c'est le premier point très important et on n'a pas besoin d'être 50 pour faire des réunions. Mais le plus important, c'est qu'au niveau des services d'eau et d'assainissement, il faudrait qu'on arrive à assurer la pérennité des ressources de nos entreprises.
l'ONAS, comme beaucoup d'autres, naturellement, dépendent de l'État en général. Aujourd'hui, l'État a d'autres priorités, c'est les secteurs de santé. Il va y avoir des coupes sur les budgets et ces coupes vont forcément impacter la façon dont nous fonctionnons. Donc, je pense qu'il y a une réflexion très forte à mener. Comment assurer la pérennité des services d'eau et d'assainissement sans très souvent faire recours à l'État. Et pour ça, on embraye sur une chose très importante. Il faut qu'on arrive à avoir une très grande implication du secteur privé. Nous l'avons dans le secteur de l'eau, nous ne l'avons pas forcément dans le secteur de l'assainissement. Le troisième point, c'est donner une grosse priorité aux services d'eau et d'assainissement, comme de la santé dans nos pays. Tout est lié en réalité et ça couvre parfaitement l'atteinte du développement durable. Ce sont les points de clarification que j'avais par rapport à cette troisième question, monsieur le directeur. Merci beaucoup, monsieur Lassana Gagny-Sako. Docteur Asma, 1 minute. Merci, monsieur Sylvain, pour cette question. Et il est clair que les conséquences socio-économiques et sanitaires de la pandémie sont inévitables. Et les retombées économiques vont être considérables partout. La gravité de l'impact va dépendre de la durée de cette pandémie, mais aussi de la réponse qui sera apportée au niveau national et international. En ce qui concerne les sociétés d'eau et d'assainissement, de manière générale, l'avenir va nécessiter la mise en place de stratégies rigoureuses pour pouvoir compenser les déficits financiers que nous allons enregistrer durant cette période de confinement. Certes, c'est une équation difficile, mais l'obligation d'assurer l'équilibre financier de l'entreprise est une question vitale pour la continuité de l'activité. Et dans ce sens, plusieurs actions pourraient être entreprises. Donc, c'est des débuts de réflexion que nous pouvons commencer à avoir. Mais comme ça a été mentionné avant, la priorité va être à la mise en place d'un plan d'action pour le recouvrement des factures impayées pendant cette période. Nous allons aussi devoir rationaliser nos dépenses, réviser nos programmes d'investissement pluriannuels et réviser aussi la politique d'endettement de nos entreprises. Regardez de plus près l'adéquation entre les objectifs stratégiques de l'entreprise et les ressources disponibles, mais aussi et surtout sensibiliser les personnels de l'entreprise elle-même sur les défis à relever pour les années à venir. Je pense que le business as usual ne sera plus une possibilité. Nous allons devoir travailler différemment et il va falloir que tout le monde puisse être sensibilisé, conscient et innovant dans regarder cette nouvelle manière de travailler. Sensibiliser aussi la population sur justement l'importance de ces sociétés d'eau et d'assainissement qui a été mise en exergue lors de cette pandémie. Et à la fin, mais je pense que c'est tout aussi important, de sensibiliser les pouvoirs publics sur la nécessité de soutenir les sociétés d'eau et d'assainissement, comme ça a été dit par notre collègue du Sénégal, qui, ce genre de situations sont en front line et doivent justement avoir, comme on dit, des ressources nécessaires pour pouvoir faire face aux situations. Merci beaucoup. Madame Koumari Senitno, votre micro. Bon, on peut déjà dire que la situation a eu vraiment des répercussions dans les secteurs de l'eau et d'assainissement. Mais toutefois, heureusement, ici, dans notre société, on est accompagné par le gouvernement durant ces 6 mois. Bien que c'est annoncé que l'eau est gratuite, mais ces factures qui sont normalement payées par ces ménages et les utilisateurs de bornes fontaines sont maintenant payées directement par l'État à la société. Donc, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a un impact. Peut-être qu'il y aura un peu de lenteur par rapport au recouvrement de ces factures, mais toutefois, je pense que c'est un bon début. On n'a pas vraiment de problèmes en ce moment. Donc, on espère qu'à l'avenir, d'ici les 6 mois, il n'y aura pas de problème. De l'autre côté, par rapport à la vision que le gouvernement doit avoir par rapport au secteur de l'eau, il faudrait comprendre déjà que ce secteur est très sensible. C'est un secteur qui doit vraiment être pris au premier plan. Déjà, avec cette pandémie, tout le monde a compris qu'il faut nécessairement, obligatoirement avoir de l'eau pour se laver les mains et éviter ce virus. Donc déjà, on peut dire que l'eau est au premier plan.
Et donc, on espère aussi qu'il y aura vraiment un appui dans ce sens afin que ce secteur soit très bien développé à l'avenir. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Amadou Bakayoko, comment pensez-vous que la situation actuelle pourrait impacter votre entreprise et la perception que le gouvernement a de celle-ci? Alors, effectivement, les impacts, comme tout le monde, les impacts financiers seront des impacts importants, que ce soit au niveau de la trésorerie, puisqu'on l'a indiqué, il y a des reports de factures, il y a des charges nouvelles avec les équipements de protection qu'on doit acheter, le stock qu'on a dû faire en quantité plus importante, même si par ailleurs, on va devoir bien entendu prendre des mesures pour pouvoir réduire un certain nombre de charges. Les déplacements notamment ont été réduits, donc on a dû travailler sur ça également. Donc, effectivement, un certain nombre de conséquences financières. Donc, on va s'atteler à essayer de maîtriser. Et l'État, bien entendu, pour la partie prise en charge, l'État, effectivement, comme ça a été indiqué au Tchad, va prendre en charge cette consommation des ménages au niveau social. Second impact, c'est dans l'organisation, les modes de travail. Effectivement, je crois que la capacité à travailler avec moins de monde amène à se poser la question sur la productivité, l'efficacité. Et donc, effectivement, ça va nous amener en tout cas à nous poser un certain nombre de questions. Alors, ce qui est certain, ça ne va pas impacter à la baisse le staff. Par contre, en cas de hausse de volume, en cas de nouvelles communes pour lesquelles on aurait l'adduction d'eau ou de l'assainissement qui s'étendrait, on se dit qu'on pourrait redéployer des effectifs pour pouvoir absorber cette nouvelle charge, puisqu'on a vu qu'on est capable de travailler sans forcément mobiliser la totalité. Donc, bien entendu, nous n'avons pas l'intention de réduire l'effectif à aucun moment, mais on comprend qu'on a de la marge de manœuvre en termes de productivité. Donc, ça veut dire que demain, par rapport à des besoins, la réponse ne sera pas forcément dans le fait d'embaucher des collaborateurs. Le dernier impact qu'on s'est rendu compte, c'est sur la diversification de nos sources d'approvisionnement. Sur certains produits, pour des raisons d'optimisation d'appel d'offres, on avait un petit nombre de fournisseurs. Donc, c'était cohérent dans une logique où vous voulez baisser les coûts. Mais quand un ou deux fournisseurs commencent à ne pas respecter leur délai de livraison et que vous commencez à être en tension, là, vous vous rendez compte que, effectivement, la diversité peut être importante. Donc là, c'est un équilibre un peu délicat qu'on va devoir faire pour pouvoir gérer un peu ces questions-là, dans la diversification. Le fait d'avoir des fournisseurs en Côte d'Ivoire, ça peut être également utile parce qu'on s'est trouvé dans des cas où, comme on le sait, certains stocks de produits ont été bloqués. Il était difficile de pouvoir les faire venir. Vous aviez malgré des bons de commande passés, des fournisseurs qui annulaient des bons de commande parce que voilà, tel matériel ne pouvait pas se déplacer. Donc, en tout cas, sur ces questions-là, il faudra vraiment qu'on y retravaille. Et sur l'image, je pense que c'est plutôt positif. Les gens ont pris, maintenant effectivement, on n'est pas allé jusqu'à déployer une campagne de communication, mais les gens ont effectivement se rendent compte et en tout cas, j'entends des commentaires et des trucs là. Je pense que c'est un axe qu'on va réfléchir pour améliorer l'effet plaidoyer, prise en compte de tout ce qu'on fait et dans les supports dispositifs d'accompagnement de l'État. Excellent, excellent. Monsieur Belandoubi Christopher, pour clôturer la question, en 1 minute. Hein. Votre micro. Votre micro. Votre micro. Voilà. Oui, le micro marche. Oui, c'est bon. C'est bon. Oui. Et tambour battant, je pense quand même que l'eau potable est devenue effectivement un terrain où se cristallise tout travail de recherche et de conception. En ce temps-ci, je crois quand même que le gouvernement, les partenaires bilatéraux ou multilatéraux ont braqué leur attention sur les astuces eau potable. Donc, je pense que pour moi, je pense que c'est toute une opportunité pour la RCA, puisque hier, nous recevons plus de plaintes en lien avec la vétusté de notre réseau. Je pense en ce moment précis, il y a des gens qui ont les bonnes volontés et qui ont accepté de nous secourir. Aujourd'hui, je pense quand même que le staff de la SODECA Centrafrique est renforcé grâce à la MINUSCA depuis Bangui, parce que là maintenant, nous avons vu quand même qu'il y a certaines actions qui se font. Et je pense que quitte à nous maintenant de chercher à inventorier les problèmes et au sortir de la crise, nous pourrons transformer ces problèmes en objectifs pour que au moins ces objectifs puissent en tout cas porter fruit pour notre
entreprises. Donc, je vois quand même que bien que c'est difficile, mais ça a été également une opportunité pour notre entreprise ici en Centrafrique. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous allons aborder maintenant le dernier point en l'espace de peut-être 1 minute, puisque le temps même qui nous est imparti est déjà dépassé. Et là, la question traite au niveau de l'Association africaine de l'eau. L'Association africaine de l'eau est votre organisation. Alors, comment, et là, je ne demande pas à tout le monde de répondre, mais si j'ai 1 ou 2 réponses d'un des panélistes, ce serait satisfaisant pour qu'on puisse clôturer la session. Et cette question est aussi posée à tous les participants qui peuvent nous envoyer un mail en réponse à cette question. La question est comment l'AE pourrait vous venir en appui durant cette crise sanitaire pour vous permettre de continuer à fournir durablement des services d'eau et d'assainissement de qualité à vos populations. Donc, en 30 secondes, si l'un de vous a une réponse par rapport à cela, nous sommes preneurs en tant qu'Association africaine de l'eau. Et après ça, nous allons clôturer la session. Okay. Merci, monsieur le directeur. Je vais aller très, très vite. Je vous remercie d'abord pour cette initiative. Je pense qu'il y a 2 choses fondamentales. Continuer à partager les bonnes pratiques, mais aller au-delà de cette pandémie, je pense que l'AE doit être une force de proposition pour les gouvernants africains pour qu'on puisse arriver à avoir des systèmes d'eau et d'assainissement performants. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait une deuxième réponse? Docteur, on ne vous entend pas? Je voudrais également remercier l'Association africaine de l'eau pour cette excellente initiative. Je crois que ça a montré l'importance de pouvoir échanger entre les sociétés d'eau. Donc, on voudrait demander à l'association de continuer dans ce sens, donc de favoriser ces échanges et peut-être aussi tirer des leçons par rapport au mode de fonctionnement des programmes de l'association. Notre confinement aujourd'hui nous a montré et a mis en exergue une capacité de travail à distance qui n'est pas négligeable. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait capitaliser sur cette expérience pour les programmes futurs de l'association. Il est vrai que jusqu'à présent, nous avons favorisé les programmes en présentiel, mais peut-être qu'après cette crise, il serait très opportun d'augmenter le nombre des formations à distance, augmenter les interactions entre les différents professionnels à distance, de manière générale, renforcer la capacité de travail de l'association à distance en y mettant les moyens nécessaires. Peut-être une autre petite recommandation est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura un avant et un après le Covid-19. Donc, il serait très utile aussi de revoir notre stratégie de l'association qui a été élaborée dans l'ère pré-Covid, de manière à introduire des améliorations et de pouvoir répondre aux interrogations qui ont été posées aujourd'hui et à d'autres qui vont être posées aux entreprises d'eau et d'assainissement dans les semaines et les mois futurs. Merci, merci. C'est sur ce mot donc qu'on va clôturer la session. Mais je voudrais dire simplement, je voudrais d'abord remercier tous les panélistes pour le temps que vous avez pris pour préparer et répondre un peu à toutes ces questions. Je voudrais remercier aussi les participants. Nous étions nombreux, nous étions autour d'une bonne centaine à 110. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Les questions que vous avez posées tout au long de cette session vont être prises en compte par notre service informatique et nous allons certainement répondre à ces questions ou les partager avec les panélistes si ces questions leur sont destinées. En tout cas, je vous remercie tous pour avoir participé à cette session. Je souhaite aux uns et aux autres un bon confinement pour ceux qui sont confinés, mais surtout d'être bien protégés dans le cadre de cette pandémie du Covid-19 et que Dieu nous garde. Je vous remercie et la session est terminée.